Égalité parentale pour nos enfants. Rouen, le 3 juillet 2020, soir de tonnerre et de lumière, le feu d'artifice au TGI de Rouen pour faire entendre et exposer les peines et les souffrances des enfants et des familles dans des situations d'exclusion parentale abusive. Privés du droit à être ensemble, les mères et les pères sont expulsés, éloignés injustement de la vie de leurs enfants alors qu'elles et ils sont de bons parents aimants bienveillants. Une justice qui condamne sans preuve et qui tue la relation entre enfants et parents et massacre massivement la vie des parents capables et bienveillants. Une justice qui rend des décisions illégales en ne respectant pas la CIDE, ni le CEDH, ni le Code civil. L'égalité parentale est légale. Priver des enfants et les parents de leurs droits quand rien ne le justifie est hors la loi. L'exclusion parentale, les non-présentations d'enfants, les éloignements volontaires géographiques sont des kidnappings dont l'institution se fait complice quand elle ne les sanctionne pas, quand elle ne les empêche pas. C'est la même chose pour les diffamations, accusations mensongères et non-reconnaissance des emprises psychologiques et aliénation parentale qui sont ignorées par les juges aux affaires familiales. Chaque année, 1300 parents et enfants meurent des conséquences de toutes ces décisions injustes. 900 pères, 400 mères, 60 enfants. 4 morts par jour dans le plus grand silence médiatique, politique, juridique. Ce mépris des familles et ces dénis de droits provoquent des souffrances indescriptibles et remettent objectivement l'enfant au cœur des décisions des juges aux affaires familiales. L'Horizon et le collectif L'Enfant d'abord, qui réunit 25 associations de mères, pères, grands-parents. Appelons à l'aide le procureur, le ministre à la famille, le ministre de la Justice et toute personne pouvant faire changer ce système empoisonnant. Nous leur demandons de traiter les violences faites aux enfants et aux familles de la même manière que les violences conjugales, avec le même courage, la même détermination, les mêmes obligations de moyens et mêmes obligations de résultats. Notre collectif leur propose une concertation citoyenne sur la justice familiale. Nous leur demandons à revoir nos enfants et ne plus être exécutés par la violence des décisions insensées prononcées par les juges aux affaires familiales. Vite, ensemble, initions les assises des affaires familiales qui serviront la société, qui protégeront mères, pères, grands-parents et nos enfants. Merci pour votre attention. Bravo! L'égalité parentale, stop aux exclusions abusives, stop aux violences institutionnelles. Bonjour et bienvenue sur JAF-TAMER numéro 18 avec en ouverture cette action effectuée le vendredi 3 juillet 2020 devant le TGI de Rouen, menée par Laurent que nous interviewerons et que nous ferons parler dans quelques minutes. Cette émission sera consacrée à un long entretien avec monsieur Jean-Pierre Winter, psychanalyste de renom, avec qui nous aurons une discussion en plusieurs tranches, plusieurs étapes. Mais tout de suite, que s'est-il donc passé le 3 juillet 2020 à Rouen? C'est le témoignage de la semaine avec Laurent Guerlot. Voici maintenant le témoignage de la semaine. Bonjour à tous, Laurent Guerlot du collectif L'Horizon sur Rouen, collectif qui, comme équité parentale, fait partie du réseau d'associations qui s'appelle L'Enfant d'abord, qui réunit plus de 25 associations sur la défense de l'égalité parentale. Ce vendredi, nous avons organisé un feu d'artifice pour saisir l'opinion publique et réveiller l'institution juridique qui dort depuis trop longtemps. En quelques mots, qu'est-ce qui m'a conduit à créer ce collectif? Au début de la séparation avec la maman de mes enfants, j'ai la justice qui m'a confié la
la garde de mes enfants. Donc j'ai fait partie des papas reconnus capables par la justice de s'occuper des enfants. Et puis au fur et à mesure de cette histoire, à force de mensonges, de diffamations, de propos qui n'ont jamais eu un début de preuve et surtout aucune plainte non plus contre moi, la situation a changé. La justice a décidé de confier la résidence principale à la maman, qui a profité de cette situation pour progressivement déliter la relation avec mes enfants, la rendre plus difficile, y faire obstacle par les empêchements de communication. Les droits de visite et d'hébergement en fait étaient respectés jusqu'en 2018 et en 2018 la maman a décidé de faire obstacle à ces droits de visite et d'hébergement, ce qui a eu pour conséquence tristement une tentative de suicide de mon plus jeune fils de 11 ans, suite à quoi la maman a fait une information préoccupante qui par voie de justice ensuite a fait que mes droits ont été totalement suspendus. Depuis 2018, je n'ai donc pas vu mes enfants. C'est le 3e été là qui démarre où je ne les vois pas. À partir de cette souffrance que l'on comprend tous, les papas, les mamans dans les mêmes situations, les grands-parents, j'ai décidé d'agir comme beaucoup d'associations et cette histoire nous mène aujourd'hui à l'action qui est relayée par Équité Parentale et que je remercie pour faire connaître cette action qui est vraiment au service de tous, toutes et avant tout au service de nos enfants. Donc tu n'as pas vu tes enfants depuis combien de temps ? Alors moi, ça fait 2 ans et demi que j'ai pas vu mes garçons et d'ailleurs je les embrasse sur ce message. Il me manque et je pense à eux tous les jours. Alors, juste pour savoir très rapidement, là, tu en es à combien au niveau des procédures ? Au niveau argent, oh là là, alors, si on compte que les frais de justice, j'ai grandement dépassé les 20 000 euros. Si on compte le coût total avec les déplacements que j'ai dû faire et puis les incidences complémentaires qu'on imagine bien, j'ai largement excédé les 50 000 euros. Mais au-delà de l'argent, Stéphane, ce qui me coûte le plus, c'est le coût affectif, le coût psychologique, bien sûr. On va quand même rappeler que tu n'as aucune plainte contre toi, tu n'as aucune condamnation contre toi. Aucune condamnation, aucune plainte, même je vais aller plus loin, aucune attestation versée par la partie adverse qui a pu expliquer un début de quoi que ce soit contre moi. C'est uniquement des allégations, des diffamations. C'est effroyable de savoir que dans le cas précis, l'accusateur n'a pas besoin d'apporter la charge de sa preuve. Voilà, c'est juste en fait qu'elle a pas envie que tu vois tes enfants et elle veut se les prendre, point final, c'est ça en fait. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en effet, elle a décidé de faire une obstruction dès le moment où la garde lui a été confiée, et c'est vraiment très regrettable parce qu'il n'y avait aucune raison de faire ça, et aujourd'hui, la conséquence, c'est que mes 2 garçons sont dans une situation d'emprise très très grande, puisqu'ils ont été amenés à témoigner lourdement contre moi sur des faits de violence qui n'ont jamais existé, mais néanmoins, ils ont réitéré les propos de la maman, et la maman, malheureusement, elle a un souci avec la parentalité, puisqu'elle a une 3e enfant, une petite fille, belle comme un cœur, et donc mes garçons ont une demi-sœur qui ne connaît pas son papa, en fait. Elle a décidé d'avoir un enfant toute seule, et ça n'a jamais choqué le criminel ou la justice quand même elle l'a dit aux assistantes sociales. C'est assez effarant. Écoute, merci, bon courage, tu nous tiens au courant. Merci Stéphane, continuez avec Équité Parentale, bravo, courage, bravo à tous les papas, toutes les mamans, et puis sachez qu'il faut tenir parce que nos enfants comptent sur nous, et soyons forts, soyons là pour eux, soyons ses épaules, donc ils ont besoin, papa, maman, on avance ensemble, les 2 jambes pour faire avancer nos enfants. Vous êtes sur RLP 102.3. Voilà un nouvel aperçu de cette réalité crue dans la France du début du 21e siècle. J'ai intégré en urgence cette actualité parce que quand il faut montrer la réalité, c'est aussi ça. Et voilà, quand vous voyez parfois quelqu'un dans un tribunal, l'histoire qu'il y a derrière, c'est celle-là. Et il n'est pas possible d'analyser et de comprendre ce domaine, ce secteur, sans s'intéresser à ce genre de dérives et de conséquences. Alors aujourd'hui, nous allons discuter avec monsieur Jean-Pierre Winter, auteur de plusieurs ouvrages chez Albin Michel, notamment dernièrement Transmettre ou pas, ainsi que son dernier livre, L'avenir du père. Monsieur Winter a été auditionné par la commission des lois du Sénat et à l'Assemblée nationale dans le cas de Mariage pour tous et de la PMA. Il appartient à l'Académie de médecine, il est psychanalyste depuis 40 ans, dont 25 ans en province et à Paris en CMP. Il est juriste, il a une licence et une master en philosophie. Il est enseignant à Louvain dans les psychopathologies de l'enfant. Il est membre de l'école freudienne de Paris. Il a d'ailleurs fait sa thèse avec monsieur Lacan. Il a coécrit avec Françoise Dolto Les images, les mots, le corps chez Gallimard. Il est cité dans l'encyclopédie de la famille. Il est papa de 3 garçons de 2 mamans différentes, 2 psychiatres et 1 violoniste. Nous allons faire un focus aujourd'hui sur l'avenir du père, la fragilisation du père, l'évolution de la place du papa et des comportements éducatifs, la difficulté de rester père après une séparation conflictuelle,
Nous allons parler d'égalité homme-femme qui est différente de l'égalité père-mère. Nous ferons un encart sur les nouveaux couples, la famille homoparentale. Nous parlerons de son futur ouvrage en instance de parution qui s'appelle La pratique de Lacan. Voilà, c'est sur RLP, Jean-Pierre Winter, c'est un honneur, un habitué des plateaux télé et des médias français qui a pris le temps de venir nous parler de son expérience pour nous aider dans cette quête de vérité autour de la compréhension des problématiques, des situations de séparation familiale avec enfants. Monsieur Jean-Pierre Winter, sur RLP 102.3, avec nous pour un entretien exclusif, qui nous fera part de son expérience et de ses avis sur les questions que nous allons lui poser. Monsieur Winter, vous êtes avec nous ? Oui, je suis avec vous, bonjour. Bonjour à vous, merci. Vous êtes donc de l'école lacanienne, vous avez travaillé avec Françoise Dolto, bon, je vous ai introduit un peu précédemment. Vous avez sorti il y a 1 an et demi un ouvrage qui s'appelle L'avenir du père aux éditions Albin Michel. Pourriez-vous en quelques mots nous en parler, s'il vous plaît ? En quelques mots, oui, c'est toujours difficile de résumer en quelques mots un livre de 150 pages. Mais, quels sont les grands thèmes, quelles sont les grandes lignes et les grands thèmes que vous avez voulu exprimer ? Les grands thèmes, ça partait d'une réflexion sur qu'est-ce qu'un père, étant donné que du point de vue psychanalytique, la définition de ce qu'est un père, dans la mesure où ça ne se réduit pas à qu'est-ce qu'un géniteur, était une question très complexe, une véritable aporie, avec des dimensions très diverses qui sont à la fois symboliques, imaginaires et bien sûr biologiques, bien réelles. Et donc il s'agissait à partir de cas cliniques et aussi d'exemples empruntés à la littérature ou au cinéma, comme par exemple le film de Benigni, La vie est belle, de réfléchir au rôle du père, à son statut, à sa fonction, à sa nomination, à son rôle, dans divers aspects, pour en montrer la complexité, l'utilité, et surtout c'est le cas de le dire, la pérennité à travers les âges. C'est à montrer que quels que soient finalement les aléas des lois et des lieux, il y avait quelque chose que je pourrais appeler un minimum syndical du père à travers l'histoire. Voilà, pour résumer très rapidement et à grands traits, le tout s'appuyant évidemment sur l'expérience clinique de la psychanalyse avec des adultes et avec des enfants qui remonte maintenant à plus de 40 ans. Alors, vous avez été auditionné par les commissions des lois du Sénat et de l'Assemblée nationale dans le cadre du mariage pour tous et de la PMA. Avez-vous l'impression que vos interlocuteurs étaient sensibilisés à ce point et comprenaient l'importance du père dans la construction de l'enfant ? Écoutez, globalement, non. Non. Pour des raisons qui sont d'abord politiques. C'est-à-dire que quand des gens comme moi sont appelés à auditionner, les jeux sont faits en fait. C'est-à-dire ça relève d'un semblant de démocratie, les décisions sont prises, les lois sont déjà écrites et on peut éventuellement influer à la marge, mais pas plus. Là où j'ai eu le sentiment d'être écouté, c'est de temps en temps un député ou un sénateur qui manifestait qu'il n'était pas insensible aux questions posées, mais sinon c'est l'essentiel, ça a été surtout à l'Académie de médecine et un petit peu au Comité national d'éthique qui s'est divisé sur ces questions-là. Mais le tout est pris dans un ensemble de remise en question de la fonction paternelle, de remise en fonction du statut du père, je dirais en termes psychanalytiques de mise à mort du père, qui relève de l'état général de notre société, et qui est un mouvement, me semble-t-il, difficile à retourner, qui est, me semble-t-il, presque irréversible. Vous êtes également, je crois, thérapeute, vous recevez en consultation.
depuis maintenant un certain nombre d'années. Avez-vous senti une évolution du comportement des pères, des parents de manière générale? Et bon, nous parlons nous avec la voix des pères, donc on va se focaliser un peu plus sur les pères aujourd'hui. Les pères d'aujourd'hui sont-ils ceux d'hier? Ça dépend où, dans quelle région, dans quel milieu, dans quelle dans quelle idéologie religieuse, politique, ou simplement dans quel milieu intellectuel ou pas, on a affaire à cette question. Globalement, moi je suis pas sociologue, je suis psychanalyste, donc je vois des cas individuels, même si j'en ai vu beaucoup en 40 ans. Je dirais il y a deux évolutions presque contradictoires. D'un côté, un certain nombre de pères, et notamment dans les milieux urbains, dans la jeunesse, ont changé de conduite, disons, ou de rôle, en partageant plus la pédagogie, l'amour des enfants, se sont plus soucieux d'être présents auprès de leurs enfants. Quelquefois les lois, ça dépend des pays, mais quelquefois les lois les accompagnent dans ces changements, par exemple en augmentant le nombre de semaines ou de mois de congé paternité à la naissance. Mais globalement, disons qu'un certain rééquilibrage des fonctions est parfaitement notable, pas seulement sur le plan économique, mais on voit bien les hommes qui ont envie de s'investir un peu plus dans la relation avec leurs enfants et qui quelquefois adoptent une attitude, je dirais, de symétrie par rapport à la fonction maternelle, en partageant des tâches qui traditionnellement, à tort ou à raison, mais étaient traditionnellement dévolues aux femmes. Alors il y a ça d'un côté. Et puis de l'autre côté, alors ça s'accompagne aussi de revendications auprès des tribunaux, d'exiger des tribunaux qui tiennent compte de cette évolution sociale. Oui, nous sommes là. Voilà. Ça s'accompagne aussi de quelquefois, alors sur le plan psychique, sur le plan psychologique, de difficultés qu'on ne connaissait pas auparavant, et de remise en question, et de questions même, je dirais, c'est peut-être un des motifs du livre que j'ai écrit, c'est-à-dire de questions qui obligent à repenser en quoi un père est un père, je dirais presque indépendamment de ce qu'il fait. Je donne dans mon livre, par exemple, je donne l'exemple du cas d'un jeune homme qui n'a jamais connu son père, qui n'a jamais su qui c'était, dont la mère s'est interdit, la grand-mère, la famille s'est interdit de lui dire qui avait été son concepteur, on pourrait dire son géniteur, et il s'avère que néanmoins cet homme avait un père. Donc ça m'a amené à faire la différence, et c'est là que je veux en venir, ça m'a amené à faire la différence dans ce livre entre le père, entre ce que c'est qu'un père, dans la construction du psychisme d'un individu, homme ou femme, garçon ou fille, la différence entre un père et un papa. Et j'en suis arrivé à l'idée que un papa, c'est pas nécessairement un père, et un père n'a pas forcément à être un papa.
peut-être un peu tiré par les cheveux. Non, mais allons-y, développons. Mais en fait, ça correspond à une réalité psychique très importante. Par exemple, dans un film que presque tout le monde connaît, qui s'appelle Indiana Jones, je crois que c'est dans la dernière croisade, alors je suis pas sûr, mais enfin c'est un des Indiana Jones, le père et le fils sont archéologues tous les deux. Mm-hmm. Tous les deux, c'est-à-dire Sean Connery et Harrison Ford. Harrison Ford étant le fils de Sean Connery. Et Harrison Ford se plaint auprès de son père, mais il est déjà adulte, hein, il a déjà presque 35 ans, 40 ans. Il se plaint auprès de son père dans l'aventure qu'ils sont en train de vivre, en lui disant: tu t'es beaucoup plus préoccupé de l'archéologie, de ton travail, que de ton fils, et tu t'es pas occupé de moi, donc tu n'as pas été un bon père. Sous-entendu, tu n'as pas été un bon papa. À quoi Sean Connery lui répond: mais au contraire, j'ai été un bon père, puisque je t'ai laissé vivre, je t'ai fichu la paix. Mais j'étais là. Alors, c'est très intéressant que ça se passe entre deux archéologues, parce que je dirais que le père, au sens où je l'entends, hein, là, c'est-à-dire le concept comme tel, renvoie à la dimension historicisée de la fonction paternelle, renvoie à tous les pères depuis la nuit des temps, à ce qui s'est transmis de père en père à travers l'histoire. Et le papa, c'est celui qui peut être le mari de seconde noces ou le conjoint de second mariage, qui s'occupe de l'enfant réellement quand le père n'est pas là pour une raison ou pour une autre. Parce qu'il est défaillant, parce qu'il est mort, parce qu'il est à la guerre, parce qu'il est malade, parce que tout ce que vous voulez. Mais le père, il est le père, je dirais avec un grand P, quoi. Hein, c'est celui qui a été d'abord identifié comme étant le support symbolique de la fonction du papa. C'est-à-dire celui qui lui donne sa légitimité. Un papa, il a besoin d'être légitimité par la succession historique et presque archéologique de tous les pères depuis la nuit des temps. Sinon, il se retrouve dans la situation où se retrouvent beaucoup de pères aujourd'hui, beaucoup de papas aujourd'hui. Vous voyez, moi-même, j'ai du mal à jongler avec les deux. Dans la situation où se retrouvent beaucoup de papas, c'est-à-dire qu'ils ne savent plus sur quoi fonder leur autorité. Il n'y a plus rien qui les soutient dans la société. Et alors ça va jusqu'au point où, par exemple, avec les projets de loi là, de PMA pour toutes, c'est-à-dire pour les femmes seules ou pour les femmes en couple, ça va jusqu'au point où la société décide de saper toute autorité. Autorité pas au sens de autoritaire, hein, mais au sens de celui qui incarne une certaine dimension de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas pour vivre en société, pour qu'on puisse vivre en société. Donc ces nouvelles lois, elles aboutissent à ceci que on dit finalement un père, c'est pas indispensable. Du moment qu'il y a un tiers, alors c'est dans le cas des femmes entre elles par exemple, mais c'est totalement contradictoire avec le fait qu'en même temps les femmes seules sont autorisées à faire des enfants sans père. Donc un père, ça n'est plus indispensable. C'est superfétatoire. Ce qui compte, c'est je sais pas quoi, c'est l'amour, c'est le désir d'avoir un enfant, c'est tout ce qu'on met en place pour son éducation ou pas d'ailleurs, tout ce qu'on idéalise de ce que pourrait être un enfant qui serait privé avant même le moindre accident de la vie, qui serait privé de cette dimension essentielle de l'existence qui est d'avoir à la maison un homme et une femme pour représenter justement ce fameux équilibre homme-femme qu'on recherche partout dans la société, sauf dans les familles. Eh bien, tout ça aboutit à ceci que il y a une fragilisation des papas qui s'accompagne de leur disparition progressive dans certaines sphères de la société. Alors, on parle du papa, mais je pourrais parler aussi de la fonction maternelle. On peut pas parler de tout en même temps, donc je vais pas aborder ça maintenant. Mais avec la GPA, par exemple, les enfants qui auront deux pères et pas de mère poseront aussi d'autres types de problèmes.
va un petit peu élargir. On va dire que, on va passer dans la société française, qui est une société de recomposition. Le fait que le père s'implique dans la petite enfance au suivi de l'enfant, je pense que c'est une bonne chose. Vous nous confirmerez cela? Oui. Par contre, la fragilisation je vous le confirme, mais la question n'est pas de confirmer ou pas cela. Oui. Je veux dire que les pères s'impliquent dans l'éducation de leurs enfants, dans l'affection qu'ils donnent aux enfants aussi. C'est évidemment, je vois pas qui pourrait être contre. D'accord. C'est pas le sujet. Le non, problème, je voulais dire par contre cette fragilisation. Quelle est l'importance de cela au regard de la construction psychique de l'enfant? Oui, tout à fait, d'accord. Oui. Je vous donnais tout à l'heure l'exemple de ce jeune homme que j'ai reçu en consultation. C'est pas une histoire de littéraire, que j'ai suivi pendant des années, qui n'a pas connu son papa, donc qui n'a pas connu quelqu'un qui s'est en tant que papa impliqué dans son éducation, et qui pour autant a été structuré par le fait qu'un père, alors il faudrait lire le passage que je consacre dans mon livre, il faut comprendre pourquoi, a été structuré comme si il avait eu un papa, c'était par le fait même que dans la parole de sa mère, il y avait un père. Même si c'était en creux et même si c'était pas explicitement dit. Et je donne l'exemple, par exemple, aussi dans le film de Benigni qui s'appelle La vie est belle, que beaucoup de gens ont critiqué en disant que c'était inadmissible de voir ce père qui, alors pour le coup, quelqu'un qui s'occupe de son enfant, qui le bichonne, qui arrive à lui rendre la vie supportable dans un endroit absolument insupportable, c'est-à-dire un camp de concentration. Beaucoup de gens lui ont reproché d'avoir été un père qui lui faisait passer des vessies pour des lanternes, qui lui faisait passer quasiment le camp d'Auschwitz pour le club méditerranéen. Eh bien, ce que les gens n'ont pas compris quand ils ont vu ce film et qu'ils l'ont critiqué vertement, c'est que en fait, l'histoire, c'est l'histoire de comment un enfant se raconte, s'invente un père qui peut s'appuyer sur le papa qu'il a eu ou pas dans la réalité, mais c'est surtout que c'est une construction du fils. Et ça m'amène à vous dire que quand vous me posez la question, est-ce que je souscris au fait que un papa doit être effectivement oui, parce que je voulais mettre deux points en parallèle. Je voulais mettre d'un côté en avant le fait que le père d'aujourd'hui s'implique dans la petite enfance plus que ne le faisaient nos grands-parents, et en même temps je voulais voir s'il n'y avait pas une corrélation avec justement cette fragilisation de la posture du père dans la définition des limites, et si cette translation, quelles étaient les conséquences de cette translation sur la psyché et la construction de l'enfant en fait. Oui, alors encore une fois, je dirais, pour résumer très à grands traits, les papas, c'est très bien qu'ils s'impliquent dans la construction, affective de l'enfant, affective et pragmatique de l'enfant dans la petite enfance. Mais c'est pas ça qui les définit comme père. C'est-à-dire que quand vous demandez à un adulte, quand vous lui demandez sans faire pression, évidemment, pas à la manière des sociologues, c'est-à-dire pas par un sondage où les réponses sont déjà écrites avant même qu'on ait les questions. Quand librement les gens en viennent à se poser la question qui est la suivante. En quoi mon père a-t-il été un père pour moi? Eh bien, mon expérience, je limiterai ça à mon expérience et à celle des collègues avec qui il m'arrive d'en parler. Mon expérience, c'est que jamais quelqu'un répond « Mon père a été un père en ceci qui s'est impliqué dans mon éducation quand j'étais un petit enfant. » Jamais. Par contre, et vous en avez plusieurs témoignages dans mon livre, par contre, la réponse qui vient le plus souvent et à l'insu, c'est-à-dire sans calcul, de la part de ces enfants devenus adultes, c'est mon père. Je me suis aperçu que mon père a été mon père le jour où il m'a dit ou fait telle ou telle chose. En général, ça tient à une parole décisive qui marque un avant et un après, ou bien un geste décisif, une décision, un regard pointé sur tel ou tel défaut, sur tel ou tel désir, sur tel ou tel projet, etc. Le jour où l'enfant a pu sentir que
le père pesait de tout le poids de son désir sur ce qu'il était et le séparait symboliquement, psychiquement, de l'englument névrotique dans lequel il était, parce que il fusionnait avec son entourage habituel, ses sœurs, ses frères, sa mère, sa grand-mère, etc. En général, ça tient à très peu de choses. À très peu de choses, mais à des choses tellement décisives que pour essayer de les retrouver, il faut plus que de s'être occupé de l'enfant dans la petite enfance. Mais encore une fois, je veux pas qu'on se méprenne sur ce que je veux dire. C'est très bien, c'est très agréable, et pour le père, et pour la mère, et pour l'enfant, que tout le monde se préoccupe à partager les tâches que sont les tâches éducatives. C'est vraiment formidable. Et bien sûr qu'il faut de l'amour, mais ça suffit pas. Dans combien de familles, les enfants ont été aimés, ont été bien éduqués, et il se trouve que justement ça tourne mal. Oui, effectivement. C'était deux pensées qui m'ont traversé en vous écoutant. Le fait de s'impliquer dans la petite enfance, peut-être que ça fait du bien au papa aussi, quelque part. C'est une frustration qu'on peut exprimer. Et effectivement, ce n'est pas nécessaire et suffisant. Je pense aussi que le rôle du père, l'encadrement, les limites, le fait d'être présent en tant que protecteur ont aussi son importance auprès de l'enfant. D'où en fait la problématique qui se pose très souvent chez nous, quand les gens viennent nous voir. Comment peut-on rester père après une séparation conflictuelle, parce que nous sommes dans une état de recomposition, les couples se font, ils se défont, ils se séparent, ils se reforment. Il y a qu'à voir les derniers présidents que nous avons eus, les statistiques, 70% des mariages, je crois, explosent dans les années qui suivent. Nous sommes tous des enfants de divorcés, ou nous connaissons un enfant de divorcé. Donc nous sommes dans une société où nous avons des enfants du divorce. Donc, ça se passe parfois bien, ça se passe parfois mal. Comment peut-on rester père lorsque, justement, on est attaqué dans cette position par la société ou par notre ex-conjointe et qu'on a beaucoup moins d'accès à nos enfants après la séparation? Comment fait-on? Alors, si j'avais la réponse, croyez-moi, aujourd'hui je serais quelqu'un de très 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 important. Je ne l'ai pas. Je suis comme vous, je suis extrêmement sensible à la difficulté que ça représente pour nombre de pères, pour nombre de familles. Ce que je sais par l'expérience clinique et avec les enfants, c'est que si, sous prétexte de séparation, sous prétexte de divorce, etc., la mère profite du fait, la mère et le père d'ailleurs, profitent de la situation pour essayer de dégommer aux yeux de l'enfant le père qu'il est, évidemment, ça va mal se passer, d'autant plus que, comme on vient de se le dire pendant une demi-heure, d'autant plus que la société elle-même ne soutient pas les pères. Donc, d'une certaine manière, a priori, la mère joue sur du velours. Mais si la mère si on arrive à convaincre la mère que elle peut penser tout le mal qu'elle veut de son ex-conjoint, de penser que vraiment elle a fait un mauvais choix, la preuve c'est qu'elle se sépare de lui, mais que néanmoins l'homme avec qui elle a fait cet enfant est le père de l'enfant, quoi qu'il se passe entre les adultes, alors dans ce cas-là, il y a c'est pas grave. C'est pas grave ce qui se passera pour l'enfant dans la mesure où il n'aura pas à négocier une double allégeance. L'important, c'est de penser à l'enfant. Oui. De penser que l'enfant, ses parents se séparent, c'est extrêmement douloureux, très douloureux, quel que soit l'âge, je dirais. De 0 à 20 ans, j'ai des exemples
de jeunes gens de 20 ans dont les parents se sont séparés dans l'année qui a précédé, qui vivent ça comme une immense blessure. Hein. Mais si en plus l'un des deux parents ou les deux se mettent à casser du sucre en disant sur le dos de l'ex-conjoint, en disant ton père est un salopard, ton père a fait telle ou telle crasse, ton père est un hors-la-loi, ton père, etc. Dans ce cas-là, effectivement, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue parce que il y a une confusion entre l'homme et la femme, ceux qui se sont associés pour faire un enfant, et la fonction paternelle, la fonction maternelle, le père et la mère. Un homme et une femme, c'est pas la même chose qu'un père et une mère. Oui, effectivement, c'était le point suivant, et je suis ravi de cette transition. Nous voulions parler de l'égalité homme-femme, qui est effectivement notre grand credo ici, parce qu'on se met souvent en avant l'argumentation de l'article 1 de la Constitution, qui instaure l'égalité devant la loi. Donc c'est pour cela que nous réclamons notamment auprès du tribunal familial, du juge des enfants et des services sociaux une égalité de traitement. Mais vous me disiez, attention, l'égalité homme-femme, ce n'est pas l'égalité père-mère, c'est autre chose. Non, effectivement, l'égalité homme-femme, elle est souhaitable dans tous les cas, c'est la fin de la société patriarcale. C'est le droit, tous les droits qui ont été reconnus enfin aux femmes, le droit de vote, le droit d'avoir un compte bancaire à son nom, le droit d'aller et venir comme elle le souhaite, etc. Bon, ça c'est une affaire entre adultes. Mais là, entre père et mère, il peut pas y avoir d'égalité puisque ce sont des fonctions qui ne sont pas commensurables. On ne peut pas les mesurer l'une à l'autre. Ça ne veut rien dire de dire qu'il y aura égalité. Un père, c'est pas n'importe quel homme. C'est l'homme avec lequel une femme a désiré faire un enfant et que dans son psychisme, elle a désigné comme étant le père de l'enfant. Et donc à partir de là, cet homme-là, c'est un homme et donc il peut pas être équivalent à, je sais pas moi, n'importe quel acteur rencontré à l'occasion d'un film, le tonton, le grand-père, etc. Il peut y avoir des pères de substitution pour l'éducation, comme on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire des hommes qui se substituent à un père défaillant. Mais un père reste l'homme avec lequel une femme a décidé que c'était avec lui, a décidé, quelquefois même sans se l'avouer elle-même, que c'était avec lui qu'elle voulait faire un enfant. Alors vous me direz, oui, mais quand par exemple, quand elle met un enfant au monde avec un homme qu'elle n'a pas désiré, ou avec un homme qui l'a violé, ou avec un homme qu'elle a regretté d'avoir rencontré, bon, tous ces cas de figure existent, mais il faut nuancer tout ça. Par exemple, aujourd'hui, dans la mesure où tous les moyens de contraception existent, dans la mesure où il y a un droit à l'avortement, etc. Ces cas où le père, le géniteur, n'est pas le père, deviennent marginaux. Ce sont les épiphénomènes. Par l'observation empirique et la pratique, on peut voir que la plupart des gens qui viennent auprès de nous se plaindre ou demander conseil, ce sont des mésententes, ce sont des usures d'amour, ce sont des personnes qui refont leur vie, ce sont très peu souvent des personnes qui ont subi des hasards, des impondérables. Oui, bien sûr. Et de moins en moins, puisque les lois et la science permettent aujourd'hui justement d'évacuer un certain nombre de ces cas. Alors on a rendu les choses à la marge encore plus complexes dans d'autres domaines, avec par exemple les transsexuels qui sont devenus des femmes transsexuelles qui étaient des femmes qui sont devenues des hommes et qui après demandent à accoucher, à redevenir des mères pour mettre un enfant au monde. Mais ça, je comprends pas l'importance que l'on donne à ce que j'assimile, moi, comme étant tout de même des épiphénomènes, des choses qui gèrent extrêmement peu de personnes, mais qui sont extrêmement mises en avant. À votre avis, ça vient d'où, ça? Ça révèle quoi? Ça vient de l'idéologie égalitariste. C'est pour ça que j'en parle. Ah, d'accord. Ça vient c'est-à-dire, tout le monde est égal à tout le monde, et il n'y a plus aucune différence. Donc il s'agit d'effacer les différences. Par exemple, là récemment, l'auteur de Harry Potter, Rowling, avec une formule plus ou moins maladroite, elle a tweeté sur une femme trans. C'est un homme devenu une femme, en disant que pour elle,
une femme c'était une femme et un homme, et qu'une femme trans, c'était un homme devenu une femme. Bon, et qu'elle faisait la différence. Elle a été non seulement agonie sur les réseaux sociaux, ce dont on pourrait ne pas se préoccuper, mais les acteurs qui incarnent Harry Potter à l'écran, qui sont donc des gens qui ont travaillé pour elle et qui n'existent que par elle, ont décidé qu'ils ne joueraient plus dans ces films. Hein? Alors pourquoi? Parce qu'il y a cette espèce d'idéologie égalitariste dont la finalité est d'effacer la différence des sexes. De faire en sorte que la différence des sexes ne soit plus un marqueur d'identité. Ça va très loin. On s'en rend pas compte, mais c'est énorme. Et alors, le résultat, c'est que aucun d'entre nous, ni vous, ni moi, ni personne, sur le long terme, ne sera plus désigné comme homme et comme femme, selon, comme l'expression employée par ces gens-là, selon ces militants, selon le sexe qui, comme ils disent, nous est assigné à la naissance. C'est-à-dire, on ne n'est pas homme ou femme, on est assigné à être un homme ou à être une femme. Ce qui veut dire que c'est réversible et qu'il suffit que dans notre tête, on décide, étant né biologiquement homme, on est une femme, pour obtenir de la société, c'est le cas dans certaines sociétés sud-américaines et dans d'autres, pour qu'on puisse décider sans aucune discussion, aucune intervention médicale ni juridique, que on est né avec un corps d'homme, mais en fait on est une femme. Le truc, c'est de faire que l'égalité, que j'appelle avec d'autres l'égalitarisme, se substitue à ce qui est fortement inscrit dans l'histoire de l'humanité depuis la nuit des temps, c'est-à-dire la différence. Or, la différence, c'est ce qui nous permet de parler. C'est parce qu'il y a de la nuance qu'on peut parler. C'est parce que tout n'est pas égal à tout. Et que différence ne veut pas dire hiérarchie, mais veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire différence. C'est pas pareil. Alors, quelles sont les conséquences, à votre avis, vous, en tant que thérapeute et psychanalyste, dans la construction de l'enfance et de la petite enfance, de l'abolition de ces différences? Une grande confusion pour la plupart, mais je vous répondrai, pour l'instant, on va attendre. On manque de recul, c'est ça? D'accord. On manque totalement de recul parce qu'en fait, il faudra plusieurs générations pour voir les conséquences. Je pense, mon opinion actuelle, c'est qu'on a affaire à une génération sacrifiée. Une ou deux. Malgré les reportages qui essaient de nous convaincre que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Mais ça c'est l'idéologie, hein. Je veux dire, un enfant a tellement besoin de ceux qui l'entourent pour grandir dans la vie qu'il est prêt à dire tout ce qu'on veut lui faire dire. Donc ça prouve rien. On verra bien. On verra. J'en sais rien, mais ce sur quoi je veux insister, c'est sur le fait que ceux qui disent que tout se passe bien et que c'est sans conséquence, ils n'en savent rien non plus. Vous devez vous avoir une opinion en tant que thérapeute sur les conséquences de la fragilisation du père, de la diminution du rôle du père, de la précarisation sur la construction de l'enfance. Oui, j'en parle un petit peu dans. Mais oui, un dans petit le peu livre, quand même. Oui, bien sûr. Ouais.
je pense que c'est souvent des facteurs de délinquance. Ah, oui, on retrouve ça, en tout cas, on a pu s'apercevoir que par exemple parmi tous les enfants qui sont partis faire le djihad en Syrie, qui ont commis des attentats, etc., sont tout le temps à 98% des enfants sans père, presque tous. Et c'est pas moi qui le dis en tant que psychanalyste, ce sont des études sociologiques qui ont relevé la chose. Oui, la majorité des petits délinquants qui font les incivilités sont issus de familles monoparentales. On a trouvé ça au niveau sociologique. Absolument, de familles ou monoparentales. Alors, on verra bien. On verra si c'est quelque chose qui se développe, mais en tout cas, on peut faire le raisonnement à partir de là, c'est-à-dire s'apercevoir que là où il y a cette fragilisation, il y a une demande de l'enfant devenu adolescent, une demande d'autorité. Alors pour le coup, cette fois d'autorité autoritaire, et qu'il y a des gens pour ramasser la mise, c'est-à-dire pour aller au devant de ces jeunes gens et leur proposer des figures paternelles abominables, des figures de fureur, qui se substituent au père manquant. Alors, ce modèle de famille monoparentale avec une mère seule isolée avec son enfant et le père qui est quasiment absent, oblitéré et réduit à un rôle de payeur de pension alimentaire, est-ce bon pour l'enfant? Ah bah certainement pas. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut conseiller? Il faut conseiller à ces personnes qui se sont séparées. Est-ce qu'il faut conseiller à toutes ces de retrouver un conjoint et de le désigner comme éducant? Quand c'est possible. Vous savez, ce genre de conseil, ça sert en général à rien. Bien sûr, ouais. Ça se commande peu. Ça se commande très peu. Ça part du désir de chacun, des aléas des rencontres, voilà. Bon. Donc, donner ce genre de conseil ou rien, ça revient à peu près au même. Par contre, je reviens là-dessus, ne pas saisir l'occasion trop belle de la séparation pour dévaloriser l'un des deux parents aux yeux de l'enfant, et lui permettre de ne pas avoir à gérer une double allégeance qui est impossible à gérer, qui revient à la question qui tu préfères, ton père ou ta mère, c'est-à-dire, et puis en plus pour tenir compte du fait que l'enfant grandit, il évolue, il a un certain type de raisonnement et de désir à 5 ans, il en a d'autres à 10 ans, il en a d'autres à l'adolescence. C'est d'ailleurs généralement les conflits générés par ce genre de situation, c'est généralement à l'adolescence qui se font jour. Parce que tout ce qui n'a pas été symbolisé dans la prime enfance revient en force sous forme d'écart de conduite à l'adolescence. D'accord. Les écarts de conduite adolescence viennent de ce qui n'a pas pu être exprimé, de ce qui a été gardé en tant que frustration durant l'enfance. Voilà. Ouais. Voilà. On va profiter pour rendre hommage effectivement à tous ces beaux-parents de recomposition qui ont réussi à éduquer un enfant qui ne sont pas le leur. C'est un exercice périlleux et difficile, mais qui peut être réussi, Bien sûr. Qui peut parfaitement réussir en sachant que c'est des situations extrêmement fragiles. Puisque il faudrait là que les lois donnent des droits, alors dans des conditions qui restent encore à discuter, donnent des droits à ces personnes pour que les situations soient moins fragiles. Non, mais on fragiliserait encore plus le père d'origine qui est victime d'une séparation que parfois il ne désire pas si on renforce le rôle du beau-père. Ça peut être des lois qui limitent les prérogatives des uns et des autres à un certain nombre de secteurs, mais qui auraient une fonction de reconnaissance de la valeur éducative de ce qu'ils font, sans que ça mette en question la valeur filiative. Parce qu'on n'a pas parlé encore de tout ça, mais il y a toute la question de la filiation derrière ça. Oui, absolument. Mon beau-père m'a élevé durant plus de 15 ans et ne pourra rien me transmettre à sa mort. Oui, ça c'est exact. Voilà, par exemple. Très bien. Monsieur Milter, merci beaucoup. Vous avez un ouvrage en instance de parution, me semble-t-il. Vous avez une actualité. Il y en a un qui va sortir là au mois de juillet, qui est un ouvrage collectif qui s'appelle La pratique de Lacan, aux éditions Stilus, S-T-I-L-U-S. Vous abandonnez Albin Michel? Non, pas du tout. J'ai un projet avec Albin Michel. Oui. Depuis de nombreuses années sur père et fils. D'accord. Justement. Voilà.
D'accord, très bien. Bon, bah écoutez, on vous remercie beaucoup, on vous souhaite une bonne Je vous en santé prie. surtout, hein. On espère que Ouais. c'est bien passé pour vous et pour vos Oui, oui. proches durant cette période un peu compliquée que vous avez traversée. Ouais. C'était comme pour tout le monde. Ouais, tout à fait. Je vous remercie encore Ok. parce que c'était intéressant. Merci. Vous aussi. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était le numéro 18 de Jaf ta mère, l'émission de l'association Équité Parentale avec Stéphane depuis Périgueux dans le Périgord. Nous avons donc parlé aujourd'hui de l'action du 3 juillet de Laurent Guerlot et surtout nous avons eu un entretien privilégié avec M. Jean-Pierre Winter. Toujours dans cette optique d'analyser et de comprendre cet environnement si problématique qu'est devenu en cette France du début du XXIe siècle, la séparation des couples avec enfants dans la recomposition familiale, alors qu'il serait si simple de respecter cet article 1 de la Constitution instaurant l'égalité homme-femme. Nous en sommes toujours à nous demander pourquoi nous vivons tant de drames et pourquoi il est si difficile de réussir à s'arranger entre nous pour s'occuper correctement de nos enfants dans une société où les gens se séparent, se recomposent et font plusieurs types de familles parfois durant une même existence. N'oubliez pas le site de l'association www.equitéparentale.com avec plein de jolies affiches à envoyer à tous ceux qui le méritent. Les pages Facebook, la page nationale Association Équité Parentale, une page par département, relais 24 actions pour la Dordogne, relais votre numéro de département action. Et nous allons terminer aujourd'hui avec une chanson que j'ai trouvée sur YouTube qui s'appelle « Les droits des pères sont les mêmes que ceux des mères », écrit par Monsieur Washington que j'ai contacté et j'espère que je pourrai l'interviewer prochainement. C'est une jolie ritournelle qu'il a lancée, je pense qu'il a dû être concerné par un événement personnel. Il nous a produit ça. À très bientôt, soyez sages et à la semaine prochaine. Le moment où deux êtres se déchirent, un jour, des mois, des années. Ces moments perdus sans toi, tu lui manques. Elle a besoin de toi. Papa, où es-tu passé? Ce message s'adresse à toutes ces femmes, toutes ces mères qui utilisent leur enfant pour se faire justice. En privant ton enfant d'un père, tu prives ton enfant d'une partie de son histoire. Tu prives ton enfant d'une partie de son identité. Tu prives ton enfant, innocent, qui n'a rien demandé au monde, d'une partie de lui-même. Mère, connais-tu la force d'un père? Connais-tu la valeur d'un père? Connais-tu l'importance d'un père? Un père est un tout. Un père est un exemple, un pilier, une arche, une boussole morale dans l'éducation de son enfant. Une mère ayant une soif de vengeance ne doit jamais priver l'existence d'un père dans la vie de son enfant. Un père présent, aimant et bienveillant a un impact positif tout au long de la vie de son enfant. Un père n'est pas celui qui donne la vie. C'est bien plus que ça. C'est celui qui donne l'amour. Je parle au nom de tous ces pères qui se battent chaque jour, chaque mois, chaque année pour garder une relation saine avec leur enfant. Ces hommes sont dignes car ils n'abandonnent pas leur enfant. Un père, c'est important. C'est dans son regard que la petite fille prend conscience de sa valeur.
Sur la base de cette relation, elle grandit et devient une femme. Un père, c'est important parce que l'enfant que je connais souhaite avoir un père qu'il aime pour toujours, de manière inconditionnelle. Un enfant, c'est important. C'est grâce à cet enfant que l'on devient une personne exceptionnelle, extraordinaire, merveilleuse, qui s'appelle un père. Un enfant, c'est important, car il a le droit d'aimer ses deux parents. En France, après une séparation ou un divorce, 42% des enfants voient leur père 1 à 2 fois par mois, et malheureusement 34% de ces enfants, après cette séparation, ne voient plus jamais leur père. Stop à cette injustice. Stop à l'éloignement géographique. Stop à l'aliénation parentale. Stop à la non-représentation d'enfants. Stop à la priorité donnée aux mères par les juges des affaires familiales. Mais qui écoute ces pères qui souffrent en silence? Savez-vous que plus d'1 million de pères souffrent en France, sont appauvris spirituellement et psychologiquement, parfois jusqu'à en perdre la vie? Alors, à quel moment l'État pourra-t-il agir? Jaf ta mère.